tout le monde. Merci d'être avec nous. J'espère que pour l'instant, vous aimez votre première journée à ce congrès, 12e édition. Je me présente officiellement Béatrice Noël et j'aurai la chance d'être la modératrice et l'animatrice pour ce panel très intéressant. Je vous assure tout de suite, je suis ce qu'on appelle une curiosovore. Donc, je ne suis pas une TI, je ne suis pas une gestionnaire, je ne suis pas une avocate, je ne suis pas une personne aux médias sociaux, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse de près à tout ce qui est intéressant et qui peut toucher le domaine des communications, du marketing ou les entreprises petites, moyennes ou grosses. Et c'est comme ça que je me suis atterrie avec le cercle numérique. Aujourd'hui, on va essayer de parler 45 minutes, mais je sais que vous avez beaucoup de questions. Je vous invite à les noter et tout, parce qu'on a gardé une période de questions juste pour vous. On sait que ça suscite beaucoup d'intérêt, cette question-là. Donc, gênez-vous pas, notez-les, et on va garder quand même, comme je dis, un bon 15 à 20 minutes seulement pour les questions. Donc, on saute dans le bain. En 2021, il y avait plus d'un quart des entreprises au Québec qui avaient avoué qu'ils avaient déjà été victimes d'une attaque informatique. Puis c'est pas quelque chose qui est très surprenant parce que maintenant, de nos jours, personne n'est à l'abri des attaques informatiques et malheureusement, chaque cyberattaque a vraiment des répercussions très sévères, que ce soit au niveau des opérations, de la réputation, que ce soit au niveau des responsabilités également légales. Encore plus depuis justement l'entrée en vigueur de la loi 25 qui donne aussi des sanctions quand même administratives et pénales également très sévères. C'est ce qui a mené à la formation, c'est le contexte qui a donné naissance au cercle numérique que vous voyez les membres ici. Le cercle numérique, c'est essentiellement un regroupement d'experts dont le champ d'expertise, respectivement, sont tous connexes à la protection des renseignements personnels. Le cercle numérique, c'est la référence. Si vous avez besoin d'aide avant, pendant, après une attaque, prévenir une attaque, vous avez ici les spécialistes qui vont pouvoir vous aider, vous préparer et surtout vous aider à pouvoir mettre en œuvre tout ce que vous avez besoin de savoir avant le fameux 22 septembre. Je vous les présente. Et ensuite, vous avez déjà leur nom, mais juste un petit peu pour avoir leur pédigree. Premièrement, nous avons Hubert Lambert. Hugo. Non, ça s'appelle Hubert aujourd'hui. Alors, Hugo Lambert, cofondateur et PDG de LPR Technologies. Il est multi-entrepreneur, moi j'aime mieux dire entrepreneur en série. Il est consultant senior en technologie d'information depuis plus de 25 ans. Il se démarque par ses compétences et ses compétences en infrastructure et en cybersécurité. Et c'est d'ailleurs la préoccupation des cyberattaques pour les PME qui l'a vraiment interpellé, qui fait qu'il s'est joint au cercle numérique pour pouvoir justement venir en aide à tous les entrepreneurs qui avaient besoin d'aide. Donc, en septembre 2021, c'est ce qu'il a interprété. Donc, Hugo, maintenant Hubert, bonjour. On a maintenant Maître Jean-François Latreille, alors celui qui a été puni et qui est sur la chaise de pénitence, avocat au sein du cabinet Dubé Latreille Avocats Incorporés, spécialiste en droit de la vie privée et droit de la cybersécurité. Il aide plusieurs entreprises à minimiser les risques inhérents aux technologies d'information, que ce soit en gouvernance, que ce soit pour les contrats, les assurances, et j'en passe. Et ils aident aussi les entreprises par le fait même à se conformer aux lois en application en matière de protection des renseignements personnels. Maître Jean-François. Patrick Howe, président de Consulat Relations publiques, il est spécialisé en affaires publiques, relations avec les médias et dans la gestion des crises médiatiques. Son cabinet est un cabinet qui se spécialise dans les services conseils stratégiques qu'il a fondé lui-même en 2015, c'est bien ça, 2015. Il est également agréé en relations publiques par la Société canadienne des relations publiques et détient également la marque de reconnaissance, PRP, de la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Vous avez sûrement dû le voir quelques fois dans les médias ces temps-ci et vous n'avez pas terminé de le voir, je peux vous le promettre, avec le mois de septembre qui arrive bientôt. On poursuit avec Philippe Chevalier. Philippe est le cofondateur de l'agence SARS, est-ce que je le prononce bien? Oui. L'agence SARS Incorporée. Et c'est mon détective aujourd'hui, donc c'est le seul sur le panel. Donc on a ici un détective privé qui est dédié en enquête de déloyauté, fraude et cybermenaces. Ça, c'est une agence qui travaille également avec une intelligence artificielle. J'espère qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus, mais vous avez une intelligence artificielle enquêtrice qui est éduquée en enquête de sensibilité. Et à l'agence SARS, vous avez deux types d'employés, ou de partenaires, que je devrais dire, plus partenaires. Vous avez les enquêteurs de SARS qui sont... Ah bah oui, t'étais pas au courant. Donc, vous avez soit les retraités grincheux, unorthodoxes, issus du SPVM et des services de renseignement extérieur, et vous avez la gang de vampires, vous allez comprendre pourquoi je les appelle comme ça, qui sont des jeunes hackers éthiques, white hat, post-ados, qui sont enfermés sans lumière dans un sous-sol. À vous de décider lequel il est. Alors,
Et finalement, Alkis. Alkis Papadopoulos, qui est PDG, CTO de Coginov Incorporé. Il détient une expérience significative dans le développement de la technologie de moteur de recherche et des solutions avancées d'analyse de données. Au cours de ces 30 dernières années, il a développé des technologies de solutions pour plusieurs marchés, dont entre autres les protections des données sensibles, le marketing, les finances et j'en passe. Il a vraiment un long pédigré. Il a développé aussi l'un des premiers laboratoires en Amérique du Nord qui a collaboré avec des groupes de recherche de classe mondiale tels que Bell Labs, Lawrence Livermore National Laboratory, excuse my French, et plusieurs autres. Alors, monsieur Alkis, mesdames et messieurs, je vous invite à les applaudir. Alors, comme chrono, c'est parti. Comme je vous dis, je vais être vos yeux, vos oreilles. Les questions que vous n'osez pas poser, moi, je vais les poser. Je vous regarde. Alors, quand je vais avoir des points d'interrogation dans vos yeux, je vais oser poser la fameuse question. Et pour ceux qui sont moins gênés, question à la fin de la conférence. Je commence tout de suite avec une question générale pour tout le monde. OK? Qu'est-ce qu'on devrait penser de la loi 25? Est-ce qu'on devrait penser que c'est vraiment un enjeu TI ou non, ça va au-dessus, au-delà des TI? Et là, ici, il y en a plusieurs qui sont là, je t'attends, c'est pas juste pour moi. Qui est-ce qui veut lancer la balle? Alors, la question est, est-ce que la loi 25, c'est un simple enjeu de TI? Je pense que c'est une question, la protection des données, la protection des systèmes que vous avez entendu trop souvent. C'est une simple question de TI. Mais ce n'est plus vrai. Avec les vagues de cyberattaques qu'on a connues dans les médias, les scandales relatifs à la perte et au vol de renseignements personnels, les gouvernements ont décidé de prendre les choses en main. Tout d'abord avec l'Europe et son fameux RGPD, le régime de protection des renseignements personnels. Ils ont ouvert la marche. Et puis en 2021, le gouvernement du Québec a adopté une loi qui mettait un peu à jour les différentes lois qui protégeaient les données avec le fameux projet de loi 64, loi modernisant certaines dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, de sorte que la récréation est finie. La protection des données maintenant, les renseignements personnels est incontournable, à défaut de quoi les entreprises qui ne se conformeront pas, vont s'exposer des amendes administratives ou pénales extrêmement sévères. Donc, ce n'est plus un simple enjeu de TI, ça devient un enjeu opérationnel qui peut avoir un impact sur les opérations, bien sûr, sur la réputation de notre organisation, sur ça peut vous exposer à des poursuites civiles. D'ailleurs, la loi 25 est un excellent moyen pour initier des recours collectifs. Et ça vous expose également à des sanctions pour non-conformité. Alors, ce n'est plus un simple enjeu de TI, c'est un enjeu qui implique évidemment le légal, les TI, les ressources humaines et l'exécutif des organisations. Alkis? Oui, pour ceux ici qui ont été exposés à la nécessité de voir une certification SOC 2, ISO 27001, etc., ou d'autres types de certifications de cet acabit, vous avez probablement pu constater, puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un petit morceau d'information, ça touche à toutes les fonctions dans une entreprise. Les ressources humaines, l'opérationnel, les TI évidemment, mais ça touche à tout. Et pour obtenir ces certifications-là, on est obligé de s'assurer que les groupes qui viennent faire la vérification en tant que tels aient des garanties que les différents départements se conforment à des règles qui sont très très précises dans un contexte de certification. Ce qu'il faut comprendre avec la loi 25 et RGPD et beaucoup d'autres lois qui s'en viennent comme ça, notamment au niveau de la protection des données médicales, etc. Si on pense à HIPAA aux États-Unis, Freedom of Information Act, etc. aux États-Unis, l'équivalent fédéral canadien, c'est les mêmes types de réglementations qui vont s'imposer, sauf que cette fois-ci, c'est légiféré, c'est jusqu'à un certain point contraint par le gouvernement, et donc il y a des conséquences potentiellement plus lourdes aussi au niveau des amendes et au niveau potentiellement de la perception de vos consommateurs et de vos clients et de vos partenaires d'affaires. Donc c'est absolument pas seulement un enjeu de TI, c'est un enjeu multipartite et multi-acte organisationnel. Il ne faut pas l'oublier. Hugo, qu'est-ce que tu en dis? Oui, on t'entend. On t'entend encore? Continue à parler pour voir. Les gens TI dans la salle, dans le fond. Parle de plus haut. Les gens TI dans la salle, dans le fond, ce qui vous concerne, théoriquement, si vous faites déjà bien votre job, c'est-à-dire 12 acronymes, CIS, NIST, si vous couvrez à peu près ça, vous avez déjà un bon bout de fait. Il y a beaucoup de choses dans la loi 25 que moi j'appelle la paperasse, la conformité. C'est du côté des avocats, c'est du
des relations publiques, des choses comme ça. Vous autres, votre job, c'est de faire en sorte que les systèmes d'information des organisations que vous gérez, si vous êtes des MSP ou si vous êtes des gens à l'interne des TI de n'importe quel type d'organisation, c'est de vous assurer que vos systèmes d'information sont sécurisés adéquatement. Il y a des choses simples, là, rotation de mot de passe, MFA, PAM, comme Maurice en a parlé tantôt, c'est des débuts. Si vous faites juste ça, vous êtes loin d'être dans la bonne track. Vous devez aller beaucoup plus loin. Tu as parlé de relations publiques. Donc, effectivement, c'est aussi un enjeu de relations publiques. C'est un enjeu de relations publiques. Je dois être le seul spécialiste des relations publiques ici. Levez la main, je pense que je suis seul. Hein? Oui, tu es seul dans ton pays. Oui, et pourtant, c'est un enjeu de réputation lorsqu'il arrive un cyberincident. Un exemple vaut 1000 mots. Prenez par exemple un article qui a été publié il y a seulement 2 jours dans la presse, sous la plume du journaliste d'enquête Hugo Jonca, un cyberincident à la chaîne de magasins de sport L'Accordé. Alors, regardez un peu comment l'article a été construit. Dans un premier temps, vous avez une déclaration qui est assez neutre du président d'entreprise qui dit « Je suis obligé, par mesure de confidentialité, de vous dire qu'on a un incident, mais je ne vous dirai pas lequel. » Et 2 paragraphes plus tard, le journaliste cite des employés qui ont dit que le système avait été pris en otage par un pirate. Alors, l'enjeu de la cybersécurité touche la réputation de l'organisation et l'époque où on pouvait garder ça entre nous, dans vos départements de TI, est maintenant révolue, donc il faut qu'on travaille en équipe maintenant. Et toi, j'imagine dans tes enquêtes, Philippe, justement, tu te rends compte que c'est pas seulement TI, n'est-ce pas? Je te fais une réponse, aucun rapport avec la question. D'accord. Pour faire ça, ça rassure toujours mes collègues. Vas-y. Arrivé comment jusqu'à Saint-Hyacinthe cet après-midi? Est-ce que vous l'entendez bien? On va demander un peu plus de volume pour Philippe ici. Deuxième chaise. Oui, on va essayer. On va continuer à parler, tu peux chanter aussi. Ah, d'accord. Donc, ce que je disais, c'est que je vais te faire une réponse aucun rapport avec la question, ce que mes collègues toujours adorent. Arrivé comment jusqu'à Saint-Hyacinthe ici Par le tunnel, c'est-à-dire par la voie du en voiture. Ben, je vais te dire que la sécurité routière n'a aucun rapport avec la mécanique automobile, ou un peu, et pas beaucoup. Okay. La sécurité sur la route, c'était parce que tu as connaissance des lois de la route, l'aspect légal. C'est parce que tu as connaissance que ton environnement sur la route, ça dépend de comment tu es capable de prévoir le danger et l'anticiper. Tu fais même de la cartographie de données sur ton véhicule, parce que tu sais exactement où sont les équipements nécessaires à ta sécurité. Tu as également conscience des conséquences de relations publiques, parce que si tu roules sur plateau royal et que tu croises un cycliste qui n'a pas respecté la règle ou le feu rouge qui est la norme, ce sera toujours ta faute, quoi qu'il arrive, tu devras gérer l'incident juste après. De même que dans ta vie, tu as peut-être eu du stress au volant à un moment donné, Oui. comme un test, pas un test d'intrusion, mais un test de résilience, et puis ça te sert à être meilleure conductrice. Alors, tout cet ensemble de données, c'est évident pour tout le monde, que quand tu es sur la route, pas qu'une question de mécanique auto. En informatique, en protection de données, en loi 25, la protection des données ne peut pas être seulement une question de TI, parce que ce n'est pas ton mécanicien qui conduit, c'est toi qui as les mains sur le volant, et ce n'est pas les gars de TI qui sont derrière chaque clavier. Finalement, ça répond à ce que tu as dit. Puis, ça permet de... Oui, mais c'est un bon expert. Puis, ça permet de mettre en lumière, justement, la force du cercle numérique. C'est que, justement, quand vous allez... Je ne peux pas vous envoyer le mauvais œil, mais si vous avez un problème avec la loi 25, avec le cercle numérique, vous avez tous les aspects potentiels que vous allez avoir besoin sous un seul et unique toit. Donc, tous les aspects que ça peut toucher. Et ça c'est la vraie force d'avoir le cercle numérique. Est-ce que j'ai demandé à tout le monde, donc je suis prête, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, si je peux me permettre, il y a juste Bien un volet qui manque, c'est le volet formation. Que ce soit formation des équipes TI, oui, mais formation de n'importe quel intervenant dans une organisation. La première faille de sécurité dans une organisation, souvent, c'est l'humain. On pense à n'importe qui colle son mot de passe en dessous de son clavier sur un post-it. On connaît ça. C'est un exemple niaiseux, mais On est plusieurs à faire en partie en la vacances. formation, c'est essentiel. D'ailleurs, je vais sauter quand même sur ça, parce que tu disais dans une fois qu'on a discuté que la formation pouvait peut-être justement être une solution, peut-être même devrait être la première solution. Pour tout le monde, formation, autant que les employés, que la direction, que le TI. Donc, comment les entreprises peuvent former, si on peut dire, leurs équipes sans que ça devienne trop exhaustif? C'est une question en 2 minutes, sinon je parle la musique.
au niveau de la formation, vous pouvez faire des tests de phishing à l'interne. C'est quand même assez simple à mettre en place, puis vous allez avoir les stats de qui clique sur n'importe quoi dans vos organisations. Vous allez l'empoigner, c'est clair. Puis des fois, c'est pas toujours ce qu'on pense. Les attaques par courriel deviennent de plus en plus sophistiquées. Même nous qui sommes en TI, là, je peux même parler de moi, là, il y a des courriels que j'ai déjà reçus où j'ai dû réfléchir plus que 30 secondes pour dire c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Évidemment, si ça va sonner une cloche parce que c'était pas vrai. Donc, mais pour les employés lambda qui ne sont pas techno ou peu importe, ce genre de test-là, ce genre de formation-là sur les bonnes pratiques, que ce soit au niveau mot de passe, au niveau partage d'informations, au niveau pas lire ou pas cliquer sur n'importe quoi, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place et qui ne coûtent pas de fortune. Merci beaucoup. Là, j'ai la chance d'avoir un avocat, j'ai la chance d'avoir un professionnel des relations publiques, puis j'avais envie de prendre cet avantage-là pour vous poser une question qui peut-être est un peu surprenante, parce que vous avez écrit un billet dernièrement qui parlait un petit peu des incongruités de la loi 25. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous dire dans quel contexte vous avez voulu mettre ça en lumière? Oui, on se référait à un article de la presse de M. Jonca qui relatait des informations qu'il avait obtenues de la Commission d'accès à l'information à l'égard de certaines déclarations qui avaient été faites des entreprises québécoises récentes, qui avaient, en fait, toute fin pratique, fait l'objet d'un incident de confidentialité. Un incident de confidentialité au sens de la loi 25, c'est toute tentative de contourner les mécanismes de défense pour affecter la confidentialité, l'intégrité et l'accès aux données. Même les tentatives réussies ou non, tout ça, ça constitue un incident de confidentialité. Et indépendamment si les renseignements personnels ont été compromis ou non, il faut faire une déclaration, une notification à la CAI et aux personnes concernées. Et ce que relatait le journaliste, c'était que malgré le fait que des déclarations avaient été faites à la CAI, dans les médias, les entreprises ne donnaient pas plus de détails et les personnes concernées n'étaient pas nécessairement avisées. Or, la loi 25, un des principes fondamentaux, c'est la transparence. C'est une obligation parce que ça vient remédier aux années d'abus, de négligence de la part des organisations et des entreprises qui colligeaient les renseignements personnels sans consentement, sans nécessairement indiquer pourquoi ils les colligeaient, avec qui ils les partageaient, sans nécessairement les protéger non plus. Donc, cette obligation de transparence-là ne semble pas encore comprise par les entreprises qui aujourd'hui font l'objet d'attaques informatiques. Et on entend souvent dans les médias, telle grosse organisation, ça fait plus d'une semaine que leurs services informatiques ne sont pas opérationnels, ont été suspendus, en raison d'un vague incident informatique. Alors, ils ne dévoilent jamais la vraie nature de l'attaque, et bien souvent, ils vont retarder le plus possible le moment où ils vont aviser les personnes concernées. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense qu'on comprend tous aujourd'hui que le principe de 19 if but when, tout le monde risque d'être impacté malgré les efforts que vous faites, que vos clients font pour protéger leur système d'information. Et on comprend ça si une société puisse être victime d'un hack. Parce que dans la mouvance d'aujourd'hui, les entreprises qui cachent ce genre de réalité-là, ça risque d'entacher de réputation et de l'image, comme ça a été le cas. J'ai l'exemple en tête de Target en 2017, ça avait eu un impact sur la valeur de leurs actions qui avait chuté, je pense, de 30%. Donc, c'est très important, je pense, d'être ouvert et d'être franc avec la société et les gens de qui on tient les renseignements personnels pour les informer en temps utile. C'est une question de crédibilité et de réputation. Puis il y a un facteur temps aussi que tu viens de mentionner, mais le facteur temps entre le moment où l'attaque arrive et que les autres sont informés, c'est un délai que les gens auraient pu justement réagir. Oui, la loi prévoit qu'on doit aviser la Commission d'accès à l'information si l'incident présente un risque de préjudice sérieux. Puis un risque de préjudice sérieux, le problème, c'est que c'est laissé à l'interprétation des entreprises concernées. On peut imaginer que l'interprétation peut varier beaucoup d'une organisation à l'autre. Et par ailleurs, pour aviser les personnes physiques qui sont les victimes directes, il n'y a pas de délai spécifique qui est prévu par la loi. On dit rapidement, mais si jamais une enquête est en cours, par exemple, ceci peut affecter le délai. Mais à mon sens, je n'ai pas de boule de cristal et on n'a pas encore de jugement là-dessus, mais le principe de transparence fait en sorte qu'on doit aviser les personnes concernées dans les meilleurs délais.
et leur donner les moyens de se prémunir contre les fraudes potentielles que ça peut générer. Il y a une méthode, une façon d'informer les gens, par contre. Il ne s'agit pas de faire une communication ouverte, désordonnée, déstructurée non plus. Alors, ce que Maître Latreille vient de mentionner, c'est qu'il y a quand même un paradoxe dans la loi 25. Donc, l'idée de transparence, c'est d'informer la Commission d'accès à l'information quand il y a un enjeu qui est porté à l'attention de l'entreprise. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'obligation légale d'informer les clients qui peuvent être touchés, potentiellement les données personnelles peuvent être touchées. Nous, on estime qu'il est plus favorable, plus bénéfique pour l'organisation et pour sa réputation d'établir très rapidement une démarche de communication proactive plutôt que de laisser le narratif être développé ailleurs, sur d'autres plateformes. Je vous donne l'exemple, c'est le même journaliste qui a écrit l'article dont je vous parlais il y a 2 jours sur l'accordé. Je ne veux pas en faire un cas d'espèce, mais c'est fascinant comment c'est rédigé. Le narratif a été créé autour. C'est des faits qui sont supposés, mais finalement, ils sont aussi dommageables. Et finalement, l'entreprise a l'air d'une entreprise qui n'est pas transparente, alors que tout le monde sait qu'il y a un problème. Il y a juste 2 caisses enregistreuses par commerce qui marchent. Les autres sont tous gelés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on estime qu'avec une stratégie de communication préventive, un peu à l'image de la loi 25, la conformité exigerait une communication préventive, une bonne stratégie, et quand ça arrive, les gens savent quoi faire et à quel moment le faire. Puis dans la cellule de crise, nous, on a déjà fait, mais Latreille et moi, quand il y a plusieurs professionnels autour de la table en même temps, pas juste les gens de TI qui se rapportent à la haute direction, puis après ça, on va aller voir les gens des coms, puis après ça, on va aller voir les juristes, puis là, on essaie de prendre des décisions. Quand on met tout le monde en même temps, ce qui nous a déjà arrivé dans le passé, les décisions se prennent plus rapidement, les consensus se prennent plus rapidement, puis tout ça au bénéfice de l'entreprise, puis de la résolution de problèmes. Puis au final, puis il y a même une étude qui a été faite dans le Harvard Business Review, qui est parue en 2020 là-dessus, qui est justement sur les incidents de cybersécurité. Les entreprises qui avaient une communication proactive, c'est celles qui s'en remettaient le mieux, que leur réputation était la moins entachée sur la place publique. Patrick, c'est un petit peu comme les fameux exercices de feu qu'on faisait au primaire, qu'on fait même des fois encore en entreprise, c'est de faire un protocole avant, de faire une pratique avant pour justement être capable de réagir rapidement si ça arrive. Bien, il y a de ça exactement. La prévention, un plan de communication préventif, c'est de faire cet exercice-là. Puis je vous dirais que ceux qu'on propose, vous allez peut-être trouver ça un peu archaïque, mais le plan de com qu'on propose, on le met dans un cartable en papier avec des feuilles de papier. Pourquoi? Parce que quand le système est gelé, il est gelé. On n'a plus les numéros de téléphone de nos collègues. Exact. Nous, on propose même d'héberger l'équipe des communications dans notre salle de conférence. On met des ordinateurs qui ne sont pas reliés à ceux de l'entreprise pour qu'au moins une communication sur les réseaux sociaux qui soit faite. Alors, ce genre d'exercice-là doit être fait en amont. Et ça nous permet, quand il y a un incident qui arrive, où chaque minute compte, d'être préparé et d'être structuré. Tout à fait. Oui, Hugo? Juste un petit ajout sur la loi 25, un incident de confidentialité. À prime abord, on pense que c'est juste un incident cyber, mais un dossier papier oublié dans un autobus ou n'importe où, c'est un incident de confidentialité aussi, et c'est un incident qui doit être déclaré. C'est pas fou. Alki, je pense que tu l'as rajouté. Oui, juste je vais rejoindre la formation et la métaphore de la route. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont ici et qui se posent la question, OK, mais comment est-ce qu'on peut se préparer, etc. Puis on est confronté à des entreprises, beaucoup, qui en fait sont un peu des chevreuils dans les phares, des deer in the headlights, parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils ne sont même pas sûrs comment procéder avec faire un inventaire, par exemple, de où est-ce que je suis à risque, etc., de manière à ce que tu puisses intégrer justement de façon préventive dans un contexte de relations publiques et ou de conformité avec ce que vos conseillers, soit juridiques, etc., vous disent de faire. Comment est-ce que je peux me préparer un peu mieux de manière à savoir comment échelonner et étaler les communications de façon de plus en plus ciblée et surtout être capable de communiquer avec les personnes qui sont potentiellement les plus à risque. Alors, il y a cette notion-là, et pour rejoindre la question de formation de Hugo, il y a beaucoup de ressources en ligne, le cercle numérique c'en est un, il y a différentes entreprises, différents groupes comme ça qui offrent des formations, qui ont des capsules sur YouTube, etc. Je vous invite à aller voir parce que vous allez être surpris de la richesse d'informations à laquelle vous pouvez accéder pour apprendre comment maîtriser les différents éléments de ces actions. Comme tu as dit, il y a plusieurs techniques, mais de prime abord, Hugo et toi, comme vous êtes les spécialistes TI, est-ce qu'il y a une meilleure technique pour inventorier justement toutes ces données-là sans rentrer de façon exhaustive dans toutes les techniques, mais ce serait quoi les meilleures pratiques, les meilleures techniques?
Souvent, les équipes TI, puis j'en ai rencontré plusieurs en tant qu'MSP, mais aussi on fait de l'accompagnement d'organisations qui ont des équipes TI en interne. La première chose qu'ils me disent, c'est on sait où sont nos affaires, on sait qu'est-ce qu'on a à protéger, on sait que notre serveur de courriel est sur tel serveur ou sur tel service infonuagique, notre serveur de fichiers est sur tel VM ou sur tel SAN ou sur tel service infonuagique, notre base de données est là. Oui, ça c'est votre job au TI de savoir où sont vos services, où sont vos équipements et compagnie. Mais est-ce que vous savez exactement quelle information que vous avez dans ces systèmes-là? La réponse c'est non. Si je prends par exemple, moi, comme Codespèce, êtes-vous capable de me dire dans vos organisations, si mettons je faisais affaire avec vous, où les informations personnelles de Hugo Lambert sont stockées, puis quelle information vous avez sur moi? Oubliez ça, vous ne le savez pas. Si vous me dites que vous le savez, d'après moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est là que le genre de technologie ou le genre d'expertise d'Alkis va rentrer en jeu. Puis des fois, il peut y avoir des doublons aussi. Est-ce que les doublons sont aussi dangereux que... Il peut y avoir des doublons, il peut y avoir... Oui, en fait, en termes de best practices ou de meilleures approches à apprivoiser, comme Hugo dit, d'abord, c'est sûr qu'il faut avoir, dans la mesure du possible, une bonne idée des classes, du nombre de sources auxquelles vous pouvez être exposé dans un contexte d'attaque malicieuse ou de cyberattaque. Donc, puis ça veut dire qu'il faut être conscient non seulement de vos serveurs de fichiers, il faut aussi tenir compte de l'info nuagique, donc tout ce qui se trouve dans un contexte M365, OneDrive, Teams, etc., parce que de plus en plus, on a tous, en tant qu'entreprise, énormément de données qui sont à cheval un peu sur vos serveurs derrière vos pare-feux, mais aussi en ligne dans des contextes de cloud ou d'info nuagique. Et ce dont il faut essayer de s'assurer, c'est que les solutions que vous regardez, et que vous allez envisager de regarder, soient les plus exhaustives possibles, non seulement en termes de juste dire oui, on a accès à ces sources-là, mais est-ce que je peux vraiment rentrer dans ces sources-là, identifier avec la plus haute précision possible les données vraiment sensibles et de les combiner tout en regardant aussi la possibilité que ces données sensibles-là soient justement multipliées par l'effet de doublon. Donc, j'ai 14 fois ce fichier-là sur mes file servers, ça se trouve qu'il est 50 fois sur OneDrive, dans Teams, etc. Chez SharePoint, parce que les gens partagent ces informations-là. En ce faisant, ça vous permet aussi de faire d'autres choses. Ça vous permet, si vous avez cet inventaire-là plus précis, de savoir que, bon, j'ai un document qui a seulement le nom d'une personne, le nom et le prénom, on va dire. J'ai un deuxième document où j'ai le nom et le prénom, mais j'ai aussi un numéro d'assurance sociale. Là, je viens de monter d'une coche en termes de danger. Donc, la combinaison de ces informations-là n'est pas possible si vous n'êtes pas capable d'accéder à l'ensemble de vos sources, de déterminer jusqu'à quel point il y a de la multiplication d'informations et de les combiner de façon automatisée. On s'entend, tout ça ne peut pas se faire manuellement sur des terabytes et des terabytes d'informations. Donc, il faut garder en tête la possibilité d'avoir une force de frappe, si on veut, exhaustive au niveau du contenu de vos sources. Ce que vous avez dit aussi au départ, c'est que la meilleure façon de pratiquer, c'est d'avoir une certaine collaboration entre les différents acteurs qui ont accès à ces données-là, à ces sources-là. Mais comment on peut faire pour s'assurer justement que ces acteurs-là vont collaborer, mais pour s'assurer que, parce que là on s'entend, on est à la deuxième étape de l'application de la loi 25, mais comment on s'assure que ça va perdurer cette collaboration-là, qu'elle va continuer à être efficace avec tous les acteurs qui sont impliqués là-dedans? Formation. Le mot magique, formation. Formation annuelle, formation mensuelle. Qu'est-ce qu'on entend par formation? Je pense que ça dépend de la grosseur de l'organisation, ça dépend du genre d'information peut-être qui est colligé par l'entreprise. Mais je pense que annuel, biannuel, trimestriel, il faut que ça soit quand même régulier et systématisé. Et on parlait tantôt dans le volet formation d'envoyer des tests de phishing ou peu importe. Évidemment, on n'avertit pas le monde qu'on va faire un test de phishing. Vous riez, mais je l'ai déjà vu. À plus qu'une reprise. Un beau message envoyé à tous. Aujourd'hui, cet après-midi, on va vous envoyer un test de phishing. Comment? Not to self. Il ne faut pas faire ça. Il faut aussi que la direction de l'entreprise, même si c'est prévu qu'elle ne le dise à personne, prenne l'initiative de le dire aux employés pour bien paraître. Il y a
sortes de situations qui peuvent se produire et qu'on a vu récemment. Parce que l'intérêt de la formation, c'est justement que ce soit réaliste, que ça serve à quelque chose. On déploie tous les efforts possibles pour être au courant des méthodes techniques des pirates au jour le jour. On est présent sur 10 forums du Darknet. Je peux en citer un, Tablet Chat, il y en a d'autres, pour qu'à chaque fois qu'on fait un pen test, on soit ajusté à la tendance du moment. On ne prétend pas être la Corée du Nord ou la Chine, là aussi aux États-Unis. On ajuste ça à la réalité de l'attitude des pirates. Et ça permet d'alimenter les formations que nous donnons pour que les gens qui sont face à la formation ou face au test d'intrusion aient leur juste. Ni trop, ni trop peu. D'ailleurs, tu dis que chez SARS, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la méthode Sun Tzu, ça veut dire l'art de la guerre. Donc, vous infiltrez les regroupements de hackers pour savoir exactement comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils veulent, puis comment faire pour pouvoir les défaire. Mais ces pirates-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos données exactement? Alors, je vais te présenter Dorian. Dorian, il habite au Monténégro, il a 22 ans. D'accord. C'est un codeur correct, un programmeur correct, sans plus. Mais il s'ennuie. Et dans sa capitale, puis j'ai publié sur LinkedIn l'adresse exacte de leur bureau, parce qu'ils sont 20 compagnies alignées, à 500 mètres d'ailleurs du quartier général de la police. Et ça fait 57 comme ça. Okay. Donc, cette semaine-là, ses collègues lui ont confié 2000 attaques sur le Québec. Il est payé $200 par jour et il va s'y mettre. Tranquillement, parce qu'il va prendre un café, il remonte au bureau, etc. Ils sont environ une dizaine, qui sont 10 en compétition. Le virus qu'il veut utiliser s'appelle Vénus. Pour cette semaine-là, ce soir. Ça a été très populaire il y a quelques mois. Okay. Ça coûtait $600 à la location pour 2000 attaques. Maintenant, c'est gratuit parce qu'il est un peu déçu. Alors, en attaquant 2000 PME au Québec, il table sur un taux de succès de 5%. Ce n'est pas extraordinaire, mais comme il demande entre 7 000 et 9 000 $ lorsque ça fonctionne, et qu'il sait que 25% vont payer la rançon, on est dans les 150 000 $ par semaine. Lui, Dorian, il ne coûte que $200 par jour. On n'est pas dans la bonne firme d'entreprise, là, c'est payant pour eux, c'est ce que je comprends. Ça fonctionne bien, mais Dorian réfléchit aussi, parce qu'il a une deuxième idée en tête rapportant aux données. Parce que son équipe de pirates va donner un nouvel outil depuis quelques mois, qui est la copie conforme d'un contrat d'assurance d'un courtier du Québec, dans lequel c'est écrit 50 000 $, c'est ce que va payer le courtier lorsqu'il y a une attaque informatique. Et quand Dorian négocie, il montre en capture d'écran un contrat d'assurance. La compagnie piratée ne veut pas payer, on ne veut pas faire ça, etc. Attendez, si vous nous payez 7 500, ça va vous coûter peut-être 10 000 en RH pour retomber sur vos pieds, on va vous aider quand même, mais vous ferez un profit quand même de 25 000, parce que votre assureur vous paye 50 000. Donc il a cet équipement-là, et ça fonctionne pas à chaque fois, heureusement, puis nous on travaille en collaboration avec des compagnies TI, et souvent il y a d'excellentes compagnies TI qui font barrage à ça, puis je pense à Mathieu qui est peut-être dans la salle, on a des clients en commun, puis cette histoire doit le raisonner, mais des fois ça marche, il y a une faiblesse. Okay. Donc ça, c'est le fonctionnement. Puis je te dis, c'est pas c'est une personne, ça c'est juste Dorian au Monténégro. Au Monténégro, puis ils sont 10 en compétition, 10 firmes, donc une centaine dans cette rue-là. Mais Dorian réfléchit, parce que Dorian, il a un but dans la vie. Il aimerait accéder à un statut de vrai pirate. Okay. Et pour ça, il faut qu'il collecte un maximum de données personnelles, parce que c'est pas l'argent qu'il cherche, c'est l'exploit, le statut, la reconnaissance sociale qui, dans le groupe de pirates, va lui permettre d'être reconnu, enfin, à sa juste valeur. Comme le pirate. Le pirate. Il en faut 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Parce que pour donner des chiffres, tes données personnelles, elles ne valent rien. Ah non? Non. OK. Il y a 1 an et demi, vous vous rappelez peut-être, le journal La Presse, un ministre du gouvernement du Québec s'était fait voler ses données personnelles. Et le journaliste de La Presse m'avait appelé, tu t'en souviens, et demandé, vérifie combien ça vaut, 50 $. Pas plus. Okay. Notre code de crédit, c'est parfait. En fait, 300 données personnelles, c'est données, ou c'est simplement une preuve d'exploit. Parfois, ça vaut plus cher. J'ai montré à Maître Latreille des captures d'écran il y a quelques mois. 30 millions de données personnelles de citoyens russes étaient mis aux enchères 2 millions $. C'était vendu finalement à 1 million, parce qu'il y avait de l'intérêt pour la matière. Okay.
Donc les données sont tellement nombreuses, tellement abondantes sur Internet, que c'est plus utilisé comme faire valoir, comme unité de valeur, que pour les vendre à la pièce. Ça, c'est pour comprendre que l'aspect prestige est important. Parce que Dorian, qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Être le super pirate. Oui, l'argent, c'est important, oui, mais c'était secondaire. Ce qu'il veut, c'est de la reconnaissance sociale dans son milieu. Quand je dis ça, c'est pas pour l'excuser, c'est pas pour faire du social qui serait trop larmoyant, parce que c'est ça la réalité. Donc nous, on les fréquente, on leur parle, enfin moi, je suis pas capable, mais les jeunes cyber-enquêteurs, ceux qui sont enfermés dans le sous-sol à Les Laval, vampires? oui, les vampires qui boivent du Red Bull, ça fait 6-7 ans qu'ils ont les comptes et les bons pseudonymes et qui nous alimentent de la bonne information. Puis tu vois pourquoi la formation c'est important, quand c'est bien utilisé, c'est parce que quand on va donner cette information-là à notre collègue qui fait la formation, il va pouvoir ajuster en fonction des pièges qui vont être tendus, comme les pièces aux jointes truquées, trafiquées. On va même être capable d'expliquer aux services informatiques que les pare-feux fonctionnent ou non, l'importance des mises à jour, parce que dans le cas que j'avais en tête tantôt, les backups datent du mois d'avril, l'attaque a eu lieu en novembre. Donc ça a été laborieux pour retomber sur les pieds. Donc c'est parce que nous connaissons l'attitude. Je ne parle même pas de technique parce que je ne t'ai pas parlé informatique à aucun moment dans ce que je t'ai dit. Et là, en plus, il faut parler de nature humaine. On t'en garde un petit peu pour les questions quand ils vont venir te voir au kiosque, mais juste pour vous dire, on a un téléroman juste avec tout ce qui peut se faire avec les pirates. C'est ce que je comprends? Oui. Mais j'aime bien Dorian, j'ai de l'ambition. J'ai une question qui s'adresse un peu à toi, mais qui s'adresse aussi à Jean-François. Quand on a ce genre d'attaque-là, est-ce qu'on paye? Ça, je fais là j'ai 2 cellules là. Est-ce que je paye? C'est une très bonne question. La première chose qu'on ne veut pas faire, en fait, c'est une évaluation de risque. Si on n'est pas capable, si on est un collège, une municipalité, et on contemple l'opportunité de payer versus ce que ça va nous coûter pour rebâtir nos bases de données, le temps que ça va prendre, des fois, c'est tentant de dire que payer la rançon, c'est plus intéressant. Par contre, il y a des conséquences à ça, et il faut faire attention. Dans certains cas, il y a des organisations qui font l'objet qui apparaissent sur des listes fédérales, que ce soit au pays ou aux États-Unis. Et si vous trouvez à payer de l'argent des organisations terroristes, vous pouvez vous exposer à d'autres représailles, que ce soit au niveau canadien ou même côté des États-Unis. Alors, pensez-y bien. Évidemment, les forces de l'ordre nous incitent à ne pas payer, parce que si tout le monde paye la rançon, parce que c'est plus pratique, qu'est-ce qui va arriver? Dorian va être riche, il va devenir pirate numéro 1. Le crime va continuer à payer, mais c'est une décision extrêmement difficile, parce qu'on ne veut pas encourager le crime, en même temps, on ne veut pas perdre nos données. Mais les enjeux de pirates par le biais de rançon logicielle, vous savez sans doute, il y a 2 volets à ça. Il y a l'encryption des données, pour lesquelles ils vont vous siphonner. Et après ça, s'ils ont exfiltré des données et que vous pensez que vous en êtes tiré, ils peuvent vous rançonner une 2e fois. Alors, c'est pour ça qu'il faut trouver le moyen de régler ce problème-là, parce que c'est pas demain la veille que ça va se régler si les gens payent la rançon. C'est comme une boîte de Pandore qu'on ouvre la minute qu'on commence à payer. Déjà, pas simplement ouvert la boîte de Pandore. Je peux te révéler un truc, c'est que Dorian fait de la fausse représentation. Non. Parce que quand il a montré les données encryptées, finalement, il n'avait pas grand-chose. Mais il est habile à faire croire qu'il détient. La différence entre payer et ne pas payer, ça se compte en semaines pour retomber sur ses pieds, mais c'est pas nécessairement. Comme tu disais très bien, c'est une évaluation au risque et enjeu. Mais il ne faut pas bondir pour payer, il faut d'abord évaluer la situation. Puis, comme Maître Latreille parlait de contexte légal, je précise que nos jeunes cyberpirates, il y a des policiers du SPVM et de Laval qui savent qui nous sommes et qui ont nos pseudonymes. Donc, si on nous retrouve sur les fameux forums, ils savent protéger un peu des agents doubles un petit peu. Béatrice, je vais juste nuancer. Le choix entre payer et ne pas payer peut être un peu plus nuancé que ça. Parce que quand on fait appel à des experts pour vous accompagner dans ce genre de circonstances-là, ils vont faire un due deal pour vérifier d'abord si des données ont été exfiltrées. Parce que des fois, les pirates peuvent vous faire chanter en raison de ça. Mais si on voit qu'ils n'ont rien sorti comme données et que vous avez un backup, bien à ce moment-là, peut-être que le paiement de rançon n'est pas nécessaire. Alors, il faut
faire le tour de la question. C'est là l'importance de pouvoir parler à un expert et pas juste un peu comme prise d'otage ou quoi que ce soit. Il ne faut pas réagir tout de suite. Il faut vraiment analyser avant. Hugo, j'ai l'impression que tu les as. Je m'en allais où ce que Jean-François était, mais je rajouterais aussi que c'est pas parce que vous payez que vous avez une garantie, que et là, vous avez zéro garantie. Parce que le Dorian en question, tu as compris que lui, bon, il va te redonner un accès, mais il garde, parce que c'est il me redonne pas. une valeur, il en a besoin. Donc, c'est aucune garantie, c'est une facilité. Okay. Il doit être soigneusement évalué, plus le contexte légal, plus calcul risque en jeu, mais c'est pas plus que ça. C'est vraiment touché. Oui, puis pour ajouter sur la notion de gestion de risque, effectivement, la question se pose, à quoi je suis exposé et c'est quoi le coût de tout remonter versus qu'est-ce que j'ai potentiellement pu perdre pour l'information. De grâce, dans les toutes premières étapes de l'inventaire que vous allez faire de votre parc informatique, l'une des premières choses que vous pouvez faire de façon très simple et qui va minimiser le potentiel de collecter un volume important de données, parce qu'effectivement, c'est dans la volumétrie que jouent ces acteurs-là, faites le ménage. C'est une chose facile à faire, de faire le ménage d'abord de vos vieux documents où il y a des données sensibles que vous n'avez plus besoin de conserver. Les anciens CV. Anciens CV, anciennes, je ne sais pas, n'importe quoi, des contrats, tout ça, avec une carte de crédit, tout ça. Ça, c'est assez facile à faire dans des premiers pas. Et ça vient, et vous seriez surpris de la volumétrie au niveau des doublons et des très vieux documents que conservent les entreprises parce qu'elles ne sont pas sûres, elles ne savent pas quoi faire avec. Donc, vous faites le ménage d'abord, ce balayage-là vous permet de minimiser la quantité d'informations qui est exposée. Et aussi, par après, si vous devez faire un exercice pour faire l'inventaire de qu'est-ce qui a pu être exposé, vous minimisez aussi l'effort que vous devez faire pour faire cet inventaire-là, parce que vous avez moins d'informations à regarder. Faire du pouce là-dessus, Elkis, la gestion documentaire, c'est extrêmement important parce que c'est un des enjeux que je cherche à régler, du moins à partir de la loi 25. Un exemple, en 2020-2021, il y a un fournisseur documentaire qui a été hacké. Et qu'est-ce qui a été volé, expliqué comme données? C'est des dossiers d'anciens dossiers d'agents de la SQ, dont plusieurs étaient encore en service. Moi, j'aime citer cet exemple-là parce que c'est un cas patent que la loi 25 vise à corriger. Comme dit Elkis, faire le ménage des données. Le ménage des données, oui, c'est ça. Et pour éviter que des personnes soient mises à risque inutilement. Parce que la loi 25, ce qu'elle vous demande, c'est de vous assurer que vous avez le contrôle sur vos renseignements personnels. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous vous en débarrassez conformément à la loi. Donc, si vous gardez des données qui ne sont plus live, qui n'ont plus d'utilité, vous ne faites qu'élargir votre assiette, votre surface de vulnérabilité. Et si vous avez un incident de confidentialité, imaginez devoir identifier toutes les personnes qui ont été impactées alors que vous n'avez aucun contrôle de vos données. C'est un très gros problème, c'est pour ça qu'il faut régler ça dans le meilleur délai. Le temps court un petit peu, puis j'avais promis de vous laisser une période de questions pour vos propres questions à vous, mais j'avais une petite question avant, j'adresse à tout le monde, mais qu'est-ce qui arrive quand la faille se passe à cause d'un sous-traitant ou du sous-traitant du sous-traitant? Ça devient la responsabilité à qui? Qui est-ce qui va payer la sanction? Ça, j'aimerais ça répondre à cette question. La loi 25... bientôt les deux, bientôt. Anciennement, avant la loi 25, les compagnies avaient le beau jeu. Elles avaient ces magnifiques politiques de confidentialité que personne ne lit. Vous savez, le genre de 35 à 40 pages en petits caractères. Et vous voyez à la fin, il y avait une petite clause qui disait en passant, on utilise tel sous-traitant, tel fournisseur pour vos renseignements personnels. Et l'usage qu'ils en font, la sécurité, etc., ce n'est pas notre responsabilité. Nous vous invitons à lire leur politique de confidentialité, pour laquelle d'ailleurs, souvent, il n'y a même pas de lien. Alors, ça, cette récréation-là est également finie. Dorénavant, à partir du moment où vous, vos clients, colligez des renseignements personnels, vous demeurez responsable. Vous les transmettez à un tiers, vous demeurez responsable, et votre responsabilité, c'est que vous devez vous assurer d'avoir une entente écrite avec ce fournisseur-là, dans laquelle il s'engage à faire le nécessaire pour assurer la protection des renseignements personnels, de ne les utiliser que pour les fins pour lesquelles elles ont été communiquées, et de les détruire une fois que leur utilisation sera périmée. Vous pouvez même jusqu'à leur demander d'avoir un niveau d'assurance cyber, ou encore d'avoir une clause qui prévoit que si vous le souhaitez, vous pouvez aller mener un audit de conformité à vos frais, mais auprès de votre fournisseur. Ça, c'est une obligation que vous avez, donc vous ne pouvez plus vous en décharger. Et si votre fournisseur est à l'extérieur du Québec, il y a une couche de plus, vous devez faire ce qu'on appelle une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour vous assurer justement que
ce fournisseur étranger rencontre de façon générale les objectifs de la loi 25 au niveau de la protection des données, et sans que ça soit exactement la même chose que ce qui est offert ou plutôt ce qui est exigé avec la loi 25 au Québec, vous devez vous assurer que cette protection-là est adéquate. Alors ça, tout ça, ça doit être documenté, parce que si ça pète, la CI va venir avec l'équipe tactique en vos locaux, puis ils vont vous demander des comptes. Alors, c'est autant d'obligations que vous impose la loi 25. Donc, le data, à partir du moment où vous le collectez, vous devez en assumer la responsabilité, même si vous communiquez à des tiers fournisseurs. Merci Jean-François. Et là, je m'arrête ici avec mes questions et je vais prendre vos questions. Et si on n'a pas le temps de passer à travers toutes vos questions, je vous rappelle qu'ils ont un kiosque, le Cercle numérique a un kiosque dans la salle à côté, donc vous allez pouvoir continuer la discussion. Il y a également un barbecue, je crois, ce soir, n'est-ce pas? Messieurs, vous allez être là au barbecue? Oui, oui. Parfait, donc vous allez pouvoir poursuivre aussi autour d'un bon petit verre. Alors, je prends les premières questions. Ne soyez pas timide. Jenny, j'en ai une de ce côté-là. Merci. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, ce qu'on comprend de la loi 25, c'est qu'il y a énormément de travail à faire par les entreprises, notamment de formation, de savoir les données qui sont récoltées, comment elles sont utilisées. Puis, je regarde la salle ici, là, c'est du monde qui est en TI, c'est du monde qui est dans les technologies, mais si on prend la majorité des compagnies au Québec, c'est souvent des très petites entreprises. Fait que là, moi, je pense à la famille qui a parti sa business de coiffure dans le coin, puis qui a fait ça elle-même, là, qui a dit oh, ben, je vais me créer une boîte mail sur OVH, Microsoft 365, puis je vais utiliser Zoom, quelque chose pour mes factures, puis Calendly pour mes rendez-vous. Tous ces systèmes-là, c'est des systèmes qui vont récupérer des informations différentes. Les rendez-vous, ça va peut-être prendre l'adresse IP puis le navigateur. Peut-être que le système de facturation, il va exiger une adresse, etc. La personne qui a monté ce business de coiffeur, hein, à quel moment elle se dit « Hey, il faut que je forme mon personnel à la cybersécurité, puis que toutes les années, tous les 6 mois, je leur fasse réviser, si vous recevez un email, ben, évitez de cliquer dessus. » Je ne pense pas que c'est la première chose qui leur vient en tête et qu'ils ne se rendent pas forcément compte que leur système vient de récupérer une IP, une adresse, peut-être même l'âge, parce qu'en fonction de l'âge, ben, ce n'est pas le même prix que tu fais pour la coiffure de X ou Y. C'est beaucoup de renseignements personnels au sens de la loi 25, de ce que j'en comprends. Et en même temps, j'ai du mal à voir comment ce coiffeur-là peut avoir conscience de tout ça, de tout ce que ça entraîne en arrière. Donc Hugo, je pense que tu as peut-être une piste de solution. J'ai pas une piste de solution, mais tu n'as pas le contrôle, first. Ça, c'est la partie plate. Mais là où tu as le contrôle, si justement tu es une petite shop de coiffeur ou un restaurant, qu'est-ce que tu as besoin de colliger comme information personnelle? Le nom de la personne, au pire son numéro de téléphone pour confirmer un rendez-vous, au pire un courriel, ça devrait s'arrêter là. Tu n'as pas besoin d'avoir son numéro d'assurance sociale, son permis de conduire. C'est comme avant chez Blockbuster, là, que ça prenait un numéro d'assurance sociale et un permis de conduire pour être capable de louer un film. C'est fini ça. Mais son nom aussi. Excusez. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans vos organisations, vous devez avoir une réflexion sur le type d'information personnelle que vous colligez et que vous gardez. Puis oui, toutes les petites PME du Québec vont avoir l'air des chevreuils sur l'autoroute qui vont se faire frapper. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne comprennent pas. C'est notre job à nous autres ici, en tant que fournisseurs de services TI, de les aider. Puis un élément que je voudrais ajouter aussi, le fameux Dorian, il a un emploi du temps serré. Et donc, comme il doit être productif, il va privilégier ce qui est le plus facile. Donc pas le petit coiffeur. Oui, le plus facile, le C'est plus lui. accessible. Pas parce qu'il n'y a pas forcément de données, comme on disait. Il va privilégier les entreprises les plus accessibles. Okay. Parce qu'il ne va pas mettre 3 heures pour aller pirater une entreprise. Il doit être profitable et rentable. Il va mettre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. S'il trouve rien qui peut contourner, s'il trouve que tout est à jour, il va passer au suivant. Donc le paradoxe, il se comprend très bien d'un point de vue productivité du pirate, c'est que là où c'est facile, accessible, non vérifié, non instinctif de barricader, c'est ça qui va être touché en premier. Ce qu'il va être capable de faire en 2-3 minutes, il doit faire une petite jobine pour moi. Oui, exactement. Okay. Dans ce contexte-là, il y a 2 cas de figure qu'il faut bien distinguer. La question est excellente parce que dans le contexte des très petites PME, en général, il n'y a pas nécessairement eu une collecte au fil de 2 décennies de données personnelles.
deuxième cas de figure, c'est comment est-ce que je fais pour me protéger avec toutes ces données historiques-là que j'ai collectées au fil des années. Pour ça, il faut aller les trouver. Deuxièmement, ce que la loi 25, je crois, dans l'esprit de la loi 25, on voit un phénomène avec le RGPD en Europe, c'est que ça encourage fortement, justement, comme je vous le disais, à ne pas conserver des données qu'on n'a pas besoin de conserver. À partir du moment où vous êtes conforme, vous avez fait votre nettoyage, votre balayage, etc., ne conservez pas des données que vous n'avez pas besoin de conserver. Par contre, pour la responsabilité avec Calendly, toutes sortes de petites applications et tout ça, la seule chose que vous pouvez faire, honnêtement, si vous êtes obligé de collectionner certaines informations comme ça, ben vous êtes responsable de vous organiser pour mettre ces applications tierces parties ou en ligne dans un mode où les informations sont supprimées de façon régulière, etc. C'est compliqué, vous n'avez pas de ressources de TI parce que vous êtes 4 personnes dans le salon de coiffeur. On ne peut pas faire ça. Mais à un moment donné, le deuxième cas de figure, c'est d'essayer d'en collectionner le moins possible. Vraiment le strict minimum nécessaire. Une prochaine question? Encore une fois, ça peut servir à d'autres personnes. Pensez jamais que c'est une question qui peut être anodine. Ah, j'en ai une ici. Parfait. Je vais avoir le temps de prendre 2 questions. On parle de responsabiliser les TI et autres aussi quand on a des clients. Exemple, à partir du 22 septembre, quand ça va être rendu, qu'on a une part de responsabilité là-dedans, on prend un nouveau client, on est en processus de le ramasser, il y a un cas comme ça qui arrive, ils sont encryptés, ainsi de suite. À quel point que les TI, vraiment, en arrière de ça, sont responsables par rapport à, on n'a pas eu le temps de mettre les démarches, on est en processus, exemple, de juste voir, c'est récolter l'information, autant on n'a pas les mêmes temps partout, mais on est quand même, on vient de faire ici un contrat avec le client, comme quoi on est en train de rentrer. C'est à quel point qu'on a une responsabilité, nous autres, en arrière de ça? Ça va faire plaisir de répondre à ça. Vous êtes tous à risque ici en faisant affaire avec des clients qui ne veulent pas se conformer aux exigences de la loi 25. En fait, la loi 25, ça comporte deux faces. Dans un premier temps, c'est un excellent argument pour vous d'aller devant les organisations, les dirigeants, l'exécutif, les boîtes, pour dire, regardez, voici ce que ça vous prend pour être conforme et d'avoir un système sécuritaire. Et si vous ne le voulez pas, signez-moi un waiver. Je peux vous dire que si vous demandez à votre client de vous signer un waiver, oui, je renonce à être protégé adéquatement pour répondre aux obligations de la loi 25. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se précipiter pour signer ça. Alors, moi, j'appelle ça, la loi 25, le chaînon manquant dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours. C'est l'argument qui vous dit, regardez, monsieur, madame, là, vous avez un système de sécurité ici, vous avez des renseignements personnels, vous devez avoir un minimum pour protéger vos renseignements personnels, un firewall, un MFA, whatever. Okay? Et s'ils ne veulent pas, ben, protégez-vous, assurez-vous que le contrat de service que vous avez avec eux, c'est écrit, puis que ça précise bien les balises, parce que à partir du moment où il y a un incident, c'est votre téléphone qui va sonner. Et on va vous demander des comptes. Et même si vous avez rien à vous reprocher, vous allez peut-être vous retrouver dans une poursuite. Alors, assurez-vous que vous mettez les points sur les bases sur les tables avec vos clients lorsque vous vous engagez dans un contrat de service. J'irai plus loin. Si jamais votre client ne veut pas respecter les règles de l'art, mais peut-être que vous ne voulez pas l'avoir comme client. C'est là que je m'en allais. Je compléterais aussi par le fait que si vous êtes un MSP, théoriquement, c'est un peu vous qui dictez les standards du client. Le client ne sait pas ce qu'il a besoin, c'est votre job de dire qu'est-ce qu'il a besoin puis de le mettre en place. Si vous êtes dans un mode plus break and fix ou old school, là c'est un autre game. Je vous dirais qu'il était peut-être temps de changer de modèle ou d'y penser sérieusement parce que là vous êtes au maître. Ça force à faire justement une réflexion et peut-être faire un volte-face aussi. Une dernière question. Est-ce que tu vois, Jenny? Est-ce que tu es là? En avant ici. Vous êtes sûr? Oui. Ma question est assez simple. Ensemble, paye ou paye pas? Ça, je l'ai demandé, ça tantôt. Hein. Mais on peut répéter quand même de façon brève. Rançon, on paye ou on paye pas? Un oui, un non, et pourquoi? Rapidement. Ouh, c'est direct ça. Rançon, oui, non, pourquoi? Je vais vous dire peut-être en bon avocat. Ça dépend. Il faut voir si ça va coûter plus cher de ne pas payer que de payer. Il faut voir si vous êtes obligé de payer en déterminant si vraiment les pirates ont un contrôle sur votre information que vous n'avez plus. Si vous avez un backup qui va vous permettre de recouvrir toutes vos données,
Donc, il y a une évaluation à faire pour voir si ça vaut vraiment la peine, sans oublier l'aspect légal à l'égard des autorités si vous trouvez à verser de l'argent à une organisation qui est reconnue comme étant une organisation terroriste. OK. Moi, je vais reculer. Moi, je vais dire non, on ne paye pas. On ne paye pas parce qu'on a des comptes crédits au salaire, puis après ça, les gens, c'est là qu'on ouvre la porte, que ça vient, que l'affinage en vient. Ça, par contre, c'est une discussion qui doit se tenir autour de 2 verres de vin, ça. Parce que c'est plus large que juste non, on ne paye pas. Mais je vois ce que vous voulez dire, mais sincèrement, comme Jean-François dit, venez voir au kiosque. Parce que je pense qu'il y a des peut-être que, prime que, donc je pense que c'est du cas par cas. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment du cas par cas. Si on dit que payer c'est blanc, pas payer c'est noir, on est dans le gris foncé. Donc, OK. J'aime ça des réponses comme ça. C'est génial. Bon, écoute, je me paye la crête, je me prends une dernière question quand même. J'en ai une ici. Ah, ben ici, monsieur n'a pas encore posé de question. Au fond de la salle, ici. Dites-moi pas que votre voix porte, on va vous amener le micro. Jenny, tu es proche? Ah, Jenny, faut que tu cours. Alors, je pense que votre voix porte. Allez-y. Ok, je vais parler. Qu'est-ce que vous expliquez la loi 25 rentre la loi 25 rentre dans le cadre d'une mission de service public. Il me semble, en tant que... Je vous arrête maintenant. Votre voix est très jolie, mais pas assez forte. Avancez, on va vous prêter un micro. Merci. Voilà. Allez-y. Je disais que la loi 25 semble être une mission de service public de l'État pour protéger les données personnelles. Mais il me semble qu'il y a juste des obligations avant d'aller dans la phase de reprécision. Est-ce que l'État a pensé à des moyens pour soutenir les PME? Parce qu'en fait, il y a un problème de manque de ressources d'expertise. Comme vous le voyez, il y a plusieurs questions qui vont dans le sens où il y a des petites PME qui n'ont même pas, ils ont des techniciens, mais l'expertise en sécurité informatique, je travaille là-dedans. Oui, ça demande des gros moyens de l'expertise. Donc, est-ce que l'État a pensé à aider financièrement les petites entreprises à se conformer à la loi 25? Je veux faire, par exemple, allusion le service mission de sécurité publique, par exemple la police, c'est financé par l'État. Alors, si on voit ça, la sécurité informatique, des PME qui ne peuvent pas se payer, est-ce que l'État pense à appuyer avant de passer à la phase de reprécision? Oui, ils vont avoir les mêmes sanctions que les grandes entreprises, mais ils n'ont peut-être pas les moyens d'appeler Maître Latreille ou d'appeler le théâtre. Vous avez peut-être les fondements pour un bon recours collectif, cher monsieur. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas encore de financement qui est disponible pour ça. Et peut-être pour répondre un peu d'une autre façon à votre question, la loi 25 prévoit un principe de proportionnalité. Donc, dépendamment de la taille de votre organisation, du volume de data, de la sensibilité du data que vous détenez et de vos opérations, ça sera moins exigeant peut-être si vous êtes cordonnier dans un sous-sol que si vous êtes, par exemple, à la tête d'une grande entreprise comme Desjardins, par exemple. Moi, j'irais plus loin que ça. Non seulement il n'y a pas d'aide financière offerte par l'État, mais il n'y a pas d'accompagnement non plus. L'accompagnement, c'est chaque organisation qui doit aller chercher des professionnels pour se faire accompagner. Puis évidemment, ça coûte. Donc, on s'en sort pas. Puis d'aller chercher tous les spécialistes qu'on a besoin, parce que tout dépend dans quel genre d'entreprise. Peut-être qu'on a besoin de plus de relations publiques, peut-être qu'on a besoin de plus de TI, peut-être qu'on a besoin d'un enquêteur. Oui, parce qu'il y a un point qui me venait en tête pendant qu'on parlait. Les pirates, d'accord, ça existe. Mais à l'interne, des employés déloyaux mal intentionnés, c'est un peu notre pain et notre beurre quand on fait des enquêtes, chose qui existe également. Pas chez le coiffeur, non. Mais dans c'est facile de voir, ça serait qui? Les entreprises, ça existe aussi. Le principe général de l'État, c'est que quand c'est obligatoire, c'est responsabilité de chaque entreprise de faire en sorte que ça fonctionne. Mais les services qu'on offre regroupés, ben, ça peut aussi se mutualiser pour des regroupements d'entreprises, puis là, les coûts peuvent diminuer. Associatif ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être c'est quand tu as une zone industrielle, quand tu as une chambre de commerce, quand tu as des entreprises qui sont dans le même secteur, ben, elles peuvent mutualiser pour pouvoir bénéficier parce qu'ils sont à la même taille, des services de tous de manière identique. Et là, Philippe, la musique des Oscars a commencé parce qu'il est 15h03. Qui met fin à notre panel de discussion. Non, je sais que ça vous tente, mais mon éclat va juste à côté. Mesdames et messieurs,